deux personnalités politiques pour un débat en plateau avec nous. Julien Drey, bonsoir. Bonsoir. Vice-président PS du Conseil régional d'Île-de-France. Hervé Morin, bonsoir. Bonsoir. Député UDI de l'Eure. Est-ce un plan d'austérité? Manuel Valls a donc précisé les économies nécessaires pour la période 2015-2017. 50 milliards répartis entre l'État, les collectivités territoriales. Regardez ce petit tableau et les prestations sociales. Ce que les foyers finalement retiendront, c'est une baisse et un gel des prestations sociales, c'est-à-dire retraite, logement, famille. On voit le détail avec Sophie Lançon, on en débat juste après. Pour ces familles, les prestations perçues progressent chaque année au même rythme que les prix. Allocation familiale, aide d'accueil du jeune enfant, complément du mode de garde, mais aussi pensions de retraite sont indexées sur l'inflation. Mais ce ne sera plus le cas jusqu'en octobre 2015, car le gouvernement choisit de ne pas les revaloriser pour faire des économies. Cette stabilité concernera les pensions du régime de retraite de base, 1,3 milliard d'euros. Pourra concerner aussi les retraites complémentaires qui relèvent des partenaires sociaux, 2 milliards d'euros. Le niveau des autres prestations sociales sera également stable. Sont épargnés par cette mesure les minima sociaux, le minimum vieillesse côté retraite, mais aussi le RSA, le complément familial ou encore l'allocation de soutien familial. En revanche, les revalorisations exceptionnelles prévues pour ces dernières prestations dans le cadre du plan pauvreté devront-elles attendre un an ? Une annonce qui préserve les plus modestes mais reste politiquement risquée. Elle devrait toucher jusqu'à 15 millions de retraités et 7 millions de foyers. Les familles aujourd'hui n'en peuvent plus. Elles ont largement pris leur part depuis 2 ans dans les économies, dans les efforts budgétaires. Et en ce moment, les familles, dans la plupart, on dirait 2/3 des familles, sont au bord de l'asphyxie. Geler ces revalorisations des prestations, le seul moyen, selon Manuel Valls, de faire des économies sans remettre en cause le modèle social. D'abord un commentaire général, Hervé Morin. Effort juste, équitablement réparti, dit Manuel Valls. Vous êtes d'accord ? Je n'ai pas envie de vous répondre comme ça, j'ai envie de vous répondre par cette absurdité dans laquelle se situe la France aujourd'hui. On a tellement de dépenses publiques, de prélèvements obligatoires qu'on a créé un chômage de masse. Et on a tellement de dépenses publiques et de prélèvements obligatoires sans qu'on ait le sentiment que nos services publics marchent mieux qu'ailleurs, qu'on empêche la croissance. Donc d'un côté, on empêche la croissance, et de l'autre, on a de plus en plus de... C'est le système, quand vous dites « on », c'est... On, droite et gauche, on n'a été pas meilleurs non plus. Ils sont pires que nous, mais on n'a pas été non plus à la hauteur de l'enjeu. Et dans le même temps, on a un filet social qui est de plus en plus en difficulté, avec des Français qui sont de plus en plus en précarité et en grand danger. Et donc, je dis simplement une chose, si on continue comme ça, on va finir par mourir, si je puis dire, si vous me permettez cette expression. Et donc, on a besoin de recréer en France de la croissance et de la richesse pour ensuite avoir de la solidarité. Le système est à bout. Donc, pour bien comprendre, si je suis, en fait, en gros, donc, là, le gouvernement prend le problème à l'envers. Non, le gouvernement prend, s'il va au bout, parce que là, pour l'instant, c'est les volumes, après on verra. Le problème, c'est que si on dit on touche à rien et on continue comme ça, on voit bien que ça ne marche pas. On a du chômage de masse pour plein de raisons. Oui. Et donc, ce dont on a besoin, c'est de réduire la dépense publique, de réduire les prélèvements obligatoires pour créer de la croissance et de la richesse, ce qui permettra ensuite, en effet, de pouvoir améliorer notre système social et notre modèle social. Mais le système actuel, il est à bout de souffle. Il est cuit et recuit parce qu'on n'a ni croissance d'un côté et précarité croissante de l'autre. Donc, il faut changer de modèle. D'accord. On va y revenir. Julien Drey, commentaire général. Je vais dire que je suis d'accord avec la dernière phrase d'Hervé Morin. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose qui est à bout de souffle. Mais ce qui est à bout de souffle, c'est ce traité stupide, là c'est Bruxelles, qui s'appelle le traité d'Amsterdam, voté par l'Assemblée nationale en 1998. J'avais pris un blâme par François Hollande à l'époque. J'avais dit, vous avez constitutionnalisé une règle économique qui n'a aucun sens. Parce que quelle est la réalité de ce qui vient de se passer là aujourd'hui ? Ça s'est passé il y a une semaine, dans des bureaux de technocrates, où nous sommes arrivés en disant... À Bruxelles, où nous sommes arrivés en disant, on ne pourra pas réduire les déficits comme on avait prévu. Et les technocrates nous ont dit, c'est ça ou sinon.
la France sera sanctionnée. Pas de délai supplémentaire. Et donc, si nous sommes sanctionnés, ça veut dire que sur les marchés financiers, lorsque nous allons essayer d'emprunter de l'argent, nous l'emprunterons plus cher parce que les agences nous baisseront la notation. Et donc, on s'est plié à cette décision. Vous êtes sûr parce qu'on va écouter Manuel Valls, justement, mais c'est pas que je suis sûr. On va écouter le Premier ministre et vous réagirez juste après. Oui. C'est la réduction de notre déficit public. Car là aussi, nous devons la vérité aux Français. Ce n'est pas l'Europe qui nous impose ses choix. Mais nos dépenses publiques représentent 57% de la richesse nationale. Nous ne pouvons pas vivre au-dessus de nos moyens. Et nous devons casser cette logique de la dette qui, progressivement, est en train de nous lier les mains. Ce n'est pas Bruxelles qui nous a forcé la main, c'est ce que dit, Si, en tous les cas, mais le non, Premier c'est ministre. pas Bruxelles en général. La question qui est posée est la suivante. Les règles. Est-ce qu'on dit qu'il y a trop de dépenses publiques et qu'il faut réduire les déficits, etc. Bon, oui, il y a trop de dépenses publiques. On est à 90% quasiment aujourd'hui. Bon, donc on est paralysé. La question, c'est quels sont les rythmes et quels sont les chemins qui sont pris. Les rythmes, ils sont tellement violents que je ne vois pas comment une purge telle que celle qui va se mettre en mouvement, parce que je m'excuse, j'ai fait aussi des études économiques quand j'étais jeune, il faut qu'on m'explique comment, en réduisant la consommation des ménages de manière aussi brutale, avec tout ce que ça va entraîner comme déjà dépression qui existe dans le pays, psychologique, qui va être amplifiée par ce genre de choses, on va retrouver le chemin de la croissance. Et alors, là, je vois après, effectivement, la seule solution, et c'est ça qui m'inquiète, c'est celles qui arrivent derrière et qui sont en ce moment testées par le MEDEF, qui est de dire, comme on n'y arrive pas, parce qu'on ne va pas retrouver le chemin de la croissance avec ces mesures-là, alors c'est bien sur le coût du travail que ça va se passer, et là, il faut faire sauter tous les verrous, et donc mettre en cause la question du SMIC. Bon, ça, pour l'instant, le gouvernement, là-dessus, est très clair. Je me rappelle, j'avais dans l'oreille... Par souci pour nos téléspectateurs... J'avais dans l'oreille Jean-Marc Ayrault, je le dis honnêtement pour ma famille politique, qui, il y a un mois, disait le point d'indice des fonctionnaires, il est hors de question de le remettre en cause. Rappelez-vous. Ouais, enfin, il se trouve que maintenant, c'est Manuel Valls qui est aux manettes, et le gel du point d'indice est effectivement gelé jusqu'à la fin du quinquennat, c'est-à-dire jusqu'en 2017. C'est Bruxelles qui nous force la main ou pas? Non, bien sûr que non. Si, c'est la règle des 3%. Mais non, tu vas contester l'idée que c'est la règle des 3%. On peut pas, mais la règle des 3%, en effet, elle est une règle de gestion saine d'un pays. Si, d'accord, mais sauf que... Si. Pourquoi pas 4? Sauf que le jeu à partir. Si, mais la réponse, elle est connue. Je vais donner un exemple. Alors, allons-y. 30 secondes. Si, parce que tout le problème, c'est le rapport de force avec Bruxelles à un moment donné et la capacité de gérer une crise avec les autorités de Bruxelles. Si on est arrivé en disant, écoutez, désolé, mais au rythme que vous nous proposez, on n'y arrive pas et ça va être une purge terrible. On vous propose une baisse mieux maîtrisée, simplement de 0,2 par an. Sur 5 ans. Et donc on gagne, parce que quel est le problème? On est à 4,2 aujourd'hui, il faut arriver à 3. Eh bien nous, on vous propose d'y aller plus lentement. 0,2. Ouais. Voilà, 0,2. Sauf que ce qu'oublie de dire Julien Drey, c'est qu'on avait annoncé qu'on serait à moins de 3% en 2015. Et que ça, on est déjà complètement en dehors des clous, puisqu'on est remonté, on va remonter à près de 4%, parti comme ça, alors avec les annonces probablement moins. Et que la question du 3 ou des 4%, c'est pas le sujet. 3%, on va juste expliquer par souci de pédagogie pour nous. 3%, c'est parce que c'est à partir de 3% de déficit du PIB que l'endettement du pays commence à reculer. Voilà pourquoi 3%. Et donc... Non, c'est pas 3%. Ça, c'est pas vrai du tout, ça. Ça, c'est vous savez comment a été réglée la question des 3%? Ça a été raconté. Ils étaient autour d'une table, dans un café, et ils ont dit, il faut une règle. Et ils ont joué quasiment au dé. Ils ont 3, 3,5, 4. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Mais la seule chose, c'est que... l'économie qui vous dit ça. Et je vous paye un grand restaurant. La seule chose, c'est que on ne peut pas vivre éternellement avec une situation d'endettement. Il n'y a pas eu un budget en équilibre depuis 1980. Le dernier budget présenté en équilibre, c'est Raymond Barre. Et donc, quand on est... gosses. Pardon? On était gosses. Oui, enfin moi j'étais à l'UDF déjà, donc pour moi c'est pour ça que je le dis. Et donc la question elle est aussi simple que ça. Est-ce que éternellement un pays peut vivre au-dessus de ses moyens? On a construit un modèle de croissance qui ne marche plus dans une économie ouverte. On a construit un modèle de croissance sur un principe simple. La croissance soutenue par la consommation financée à crédit. Ce que nous devons développer, au contraire, dans une économie ouverte, qui est l'économie du monde d'aujourd'hui, c'est une économie basée sur la capacité de gagner des parts de marché et d'améliorer notre balance commerciale et nos parts de marché intérieures. C'est ce que cherche à faire le gouvernement en améliorant la compétitivité des entreprises. Oui, mais c'est bien plus que ça. Ce qu'il faut, c'est flexibiliser le marché du travail. Et oui. Parce que c'est le seul moyen pour créer de l'emploi.
Deuxièmement, je pose la question que je viendrai en tête, c'est-à-dire on touche au SMIC ou pas? Non, moi je suis pour l'allongement de la durée du travail et la baisse des cotisations sociales pour que dans un même mouvement, on améliore le coût horaire du travail en France qui est plus élevé qu'à l'étranger et qui est environ de 15 à 20% supérieur à l'Allemagne, à la Belgique, pas la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas et tous les pays du nord de l'Europe, et que dans le même temps, on baisse les cotisations sociales salariales ou comme ça, on donne immédiatement un 13e mois. Donc on a un double mouvement, on fait tous un effort collectif pour redresser l'économie du pays, on améliore notre compétitivité au sein de la zone euro, et dans le même temps, on distribue l'équivalent d'un 13e mois par une baisse des cotisations sociales salariales. Troisième sujet, Julien Drey, on vient de le voter à l'Assemblée nationale, j'ai voté contre. Pourquoi ? C'est le système de la formation. Ça fait 20 ans qu'on explique que ceux qui bénéficient de la formation, ce sont d'abord les cadres et ceux qui sont allés à l'école longtemps, et qu'en revanche, ceux qui devraient bénéficier du système de formation n'y ont pas accès. Ça, on a encore une nouvelle fois raté la réforme. Et quatrième sujet, qui est bien entendu un sujet central, c'est le sujet de l'éducation. On a un système éducatif qui ne marche pas. Il y a plusieurs choses. Est-ce que le modèle actuel est en crise ? Oui. Vous voyez, je suis honnête avec vous, il est en crise. Comment on retrouve, parce que c'est ça la question clé, le chemin de la croissance. D'abord et avant tout par, effectivement, un retour de compétitivité. Le retour de compétitivité passe par des efforts de restructuration de notre appareil industriel. Tout ça ne se met pas en cause. Mais la question la plus importante dans une économie ouverte, c'est quand même de protéger son marché domestique. Donc de protéger sa consommation intérieure. Or, la consommation intérieure des ménages n'a fait que reculer tout au long de ces années. Donc toute la question... La consommation a continué à augmenter. Non. Vous allez dans toute la grande distribution, ils vous disent eux-mêmes qu'ils sont en baisse de... Voilà, ils n'arrêtent pas de pleurer d'ailleurs pour demander des mesures de protection. C'était le principal moteur de la croissance française. Parce que la consommation, Julien, a changé et que désormais, elle ne s'adresse pas simplement sur ce qui est distribué dans la grande distribution. Enfin, il n'y a pas que portable, machin. Donc, moi, la question qui est posée, c'est que moi, ça fait maintenant presque 15 ans que je me bats contre cette orthodoxie budgétaire de Bruxelles. Je pense qu'elle est folle et qu'elle met l'Europe comme un continent en recul à l'échelle de la planète. Parce que quand vous me parlez de la dette, je vais vous parler du Japon, qui a une des plus grosses dettes, qui est nationale, et il s'en sort bien. Je vais vous parler des États-Unis qui vivent à crédit sur le monde. Donc tout ça n'a pas de sens. Voilà. Et vous avez une situation, parce que je vais vous faire, moi, un pronostic politique, parce que tout ça, c'est des équations économiques qui sont très bien. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 1 mois et demi au moment des élections européennes ? Qui va avoir bon dos sur cette affaire-là ? L'Europe. Mais parce qu'on cherche un bouc émissaire qui est l'Europe. Vous allez avoir la crise européenne, elle ne va faire que s'approfondir. Julien Drey, si la France va mal, c'est pas à cause de l'Europe, c'est à cause des Français et de la France. Oui, les Français qui ont voté, qui ont fait des choix, qui ont la classe politique. Si la France va mal, c'est aussi parce qu'un certain nombre de responsables politiques l'un après l'autre. Si le système éducatif ne marche pas, c'est pas à cause de l'Europe. Si la France va mal, c'est parce que aussi un certain nombre de dirigeants politiques n'ont pas eu le courage à un moment donné de dire la construction européenne telle qu'elle est doit être remise en cause. J'ai eu cette discussion, vous vous rappelez, je l'ai évoqué ici, j'ai eu cette discussion en 2012 avec le président de la République. Je lui ai dit, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas remis en cause le traité tel qu'il avait été voté, il a été mis en place, parce que tu t'es paralysé en termes de croissance. Et c'était le moment de le faire. Nous ne l'avons pas fait, nous en payons aujourd'hui les conséquences. Il est évident que les institutions européennes ne sont pas celles qu'il nous faudrait. Ce sont les centristes qui le disent en permanence depuis 20 ans. Nous, on est pour un système plus intégré. Mais moi, je suis pour un système plus intégré. On n'aurait pas la règle des 3% à ce moment-là. On est pour une gouvernance économique, on est pour des politiques industrielles européennes pour faire naître des champions européens, on est pour des politiques de recherche européennes et on est pour une convergence fiscale européenne et une convergence sociale. Et c'était ça qu'il fallait faire en 2012 C'était ça qu'il fallait faire. Et à partir de là, renégocier la question de la dette. Nous étions l'un et l'autre parlementaires quand les seuls qui se sont opposés, par exemple, au traité de Nice, ce sont les centristes, quand PS et RPR, à l'époque, ensemble, expliquaient que les institutions nouvelles étaient les bonnes. Pas PS, pas tout le PS. Enfin, une grande partie. Voilà. PS, moi, je viendrai... La majorité du Parti socialiste. Mais ce qui est sûr... C'est la gauche socialiste ? Ce qui est sûr, c'est que le modèle institutionnel européen doit être changé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le changer est d'autant plus compliqué qu'on a expliqué aux Français, à chaque fois qu'on a fait une révision institutionnelle, que le modèle était désormais parfait, que tout allait bien, etc. Donc les Français vous disent, maintenant arrêtez de nous prendre pour des abrutis. C'est aussi simple que ça. Mais il nous faut un système dans lequel on mette de la politique, de la démocratie, et qu'on y mette enfin une vraie intégration économique qui est nécessaire quand on a une monnaie. Parce qu'aujourd'hui, le seul moyen de redresser la performance d'un pays,
ça passe par toute une série de mesures que Julien Drey dénonce et que les autres instruments que sont l'inflation ou la dévaluation, nous ne les avons plus en main. Et donc l'effort est en effet beaucoup plus difficile et qu'il est encore plus difficile pour les pays du sud de l'Europe. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a une telle divergence de performance économique entre les pays du Nord et les pays du Sud que pour les pays du Sud, l'exercice devient absolument terrible. Là, le détail des 50... Je voudrais revenir, parce qu'on est au cœur d'une question qui n'est pas économique, qui était d'abord politique. Oui, il fallait plus d'intégration européenne. Et c'est parce qu'on aurait demandé plus d'intégration européenne qu'on était en droit de remettre en cause la règle des 3%. Parce que s'il y avait un Parlement européen... Remettre en cause la règle ou le calendrier pour parvenir au 3%? La règle, parce que c'est une règle. S'il y a une gouvernance économique intégrée, on n'est pas obligé d'avoir des règles d'État à État aussi strictes parce que, voilà, grosso modo, il y a un pouvoir politique européen qui dit voilà ce qu'il faut faire. Hervé Morin est en train de faire la démonstration que je voulais faire depuis le début et je le remercie. C'est donc bien cette question-là qui est posée. Et l'erreur qui a été commise, elle a été commise... On recrute. Elle a été commise en 2012 quand nous n'avons pas justement proposé un nouveau deal à l'Allemagne et à nos partenaires européens en disant plus d'intégration, donc politique de recherche, politique industrielle, etc., mais remise en cause de cette discipline budgétaire orthodoxe, formalisée telle qu'elle est aujourd'hui, qui va tuer les choses. Donc on ne l'a pas fait. Et donc maintenant, parce que... Pourquoi on doit changer? Je vais poser une question qui va vous énerver l'un et l'autre. Pourquoi on doit changer les règles quand on n'y arrive pas? Quand on n'arrive pas à respecter la règle? Pourquoi les Allemands y arrivent? Mais attendez, à quel prix ils y sont arrivés? Et comment ils l'ont fait? Comment ils l'ont fait? Pourquoi sur le dos des autres? C'est facile. Non, là, le vrai sujet sur les institutions européennes, puisqu'il y a des élections européennes dans un mois, c'est que les Allemands, ils ont tendu la main 10 fois sur une intégration politique beaucoup plus importante. J'ai encore en souvenir le discours d'Angela Merkel, je crois de mémoire, fin 2011 ou début 2012, les discours des grands dirigeants politiques de la CDU ou du SPD disant « Allons vers une intégration politique de l'Europe ». Et en face, tant au Parti socialiste qu'à l'UMP, puisqu'à l'époque c'était Nicolas Sarkozy qui était président de la République, personne n'a bougé le petit doigt parce qu'en France, on aime bien l'intergouvernemental, on aime bien le fait des arrangements entre chefs d'État, plutôt que d'aller vers un système intégré. Mais je vais terminer par un mot de politique. On se le disait tout à l'heure. C'est que là, Manuel Valls a annoncé quelque chose. La seule question qui se pose désormais pour Manuel Valls, c'est est-ce que j'ai une majorité ou non pour le faire voter? Bruno Le Roux a dit oui, c'est le patron des députés socialistes à l'Assemblée nationale. Moi, je vous fiche mon billet et Julien Drey nous invitera à dîner. Non, j'ai pas parié là-dessus. Là. Ah bon, parce qu'il y a vraiment un doute. Vous croyez que la majorité à l'Assemblée, la majorité socialiste à l'Assemblée va se réduire à peau de chagrin? Moi, je dis que derrière ça, il y a... Attendez, on va laisser répondre. Non, je laisserai répondre. Que se profile progressivement une idée assez cynique de François Hollande qui est d'aller vers la dissolution en voyant qu'il n'y a pas de majorité. Non, vous allez voir. Stratégie à... Non, c'est pas une stratégie. Non, attendez, il y a deux choses. Il y a premièrement un débat qui va avoir lieu là, dans les semaines à venir, et moi je vais être attentif à ce débat-là, parce que moi je voudrais que ceux qui ont préconisé ces mesures-là, j'en connais un certain nombre qui les a élaborées personnellement, arrivent à me démontrer que ça va porter ses fruits. C'est pertinent. Voilà. Hein, avant de venir, j'étais déjà au téléphone avec quelques amis. Je dis, mais si vous êtes capable de me démontrer que ça porte ses fruits, peut-être que je vais vous soutenir. Ouais. Mais à ce stade-là, avec ce que j'ai appris bêtement dans mes manuels d'économie, je sais comment ça fonctionne un peu, je ne vois pas comment on peut retrouver le chemin de la croissance. Et donc, à partir de là, ça veut dire que ça annoncera une nouvelle cure d'austérité, comme ça s'est passé en Grèce, en Espagne, etc. Et donc, avec toutes les situations d'explosion que ça va produire. Voilà, premier aspect. Au niveau de la Grèce, Deuxième aspect des choses, maintenant sur la majorité politique, je pense effectivement qu'on va être dans une situation critique. Parce que je connais un certain nombre de députés socialistes qui sont dans les circonscriptions populaires, qui sont des circonscriptions où il y a beaucoup de gens modestes et de gens pauvres, et les mesures qui sont proposées là, elles vont frapper... Les plus modestes sont épargnés quand même. Les plus modestes des modestes, mais c'est toujours la même chose. Ouais. C'est toujours le cœur de la société, c'est-à-dire les petites classes moyennes, ou les classes moyennes qui vont supporter l'essentiel de l'effort. Et ça fait beaucoup. Et donc à l'Assemblée... D'autant qu'à côté, je vous donne un exemple. Le CICE... Bon. C'est-à-dire le crédit d'impôt. Les crédits d'impôt, par exemple, dans la grande surface, il y a 3 milliards de gains pour les grandes surfaces qui ont été obtenus par le CICE, ça n'a rien créé en mieux. Ouais. Et donc à l'Assemblée, bon courage, Bruno Le Roux. Je dis bon courage à Cambadélis et à Bruno Le Roux. Et à Bruno Le Roux. Merci beaucoup, Hervé Morin, Julien Drey. Fin de la newsroom, nous revenons demain à 19h pile. Bonne soirée.